Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'impossible. Nous allons penser la mort. Ça peut sembler étrange. Pourquoi ça pourrait être impossible? La mort, on peut y penser. Je sais qu'à la fin de ma vie, je vais mourir, donc je peux penser à la mort. Mais il y a une différence entre penser à la mort et penser la mort. En effet, pour penser quelque chose, il faut connaître cette chose. Or, à part le fait qu'à la mort, notre cœur va cesser de battre, on ne sait pas ce que c'est. En effet, penser la mort, c'est penser à un paradoxe, c'est penser l'impensable. Et on va le faire maintenant. Pour commencer, on va revenir à notre première expérience avec la mort. Dans notre vie, on sera nécessairement confronté à la mort d'un proche. Cette mort est par définition proche de nous. Et cette proximité avec la mort, elle va nous mettre face à la nôtre. C'est une incertitude métaphysique que chacun ressent. On sait qu'on va mourir, mais pourtant, on ne le croit pas. Il est difficile de se dire qu'on le sera. Jean Kelevitch fait le parallèle avec la religion. La religion est une parade face à cette incertitude. En promettant l'existence d'une vie après la mort et dans la mesure où on y croit, alors on a plus de facilité à accepter notre propre mort, car on sait qu'elle ne sera pas la fin de notre être. Pourtant, si on n'est pas croyant, ce qui est notre droit, on va naturellement chercher une consolation, quelque chose qui va nous rassurer. Et ce sentiment d'être rassuré, on peut le trouver par exemple dans la philosophie du stoïcisme. Les stoïcistes, comme Marc Aurèle, disent que tant que tu es vivant, tu n'as pas peur de la mort, puisqu'elle n'est pas là. Et une fois que tu es mort, tu n'as plus peur de la mort, puisqu'elle est arrivée. Et en effet, c'est la vision la plus réaliste possible. Et pourtant, pourquoi cette constatation est si peu rassurante? Pourquoi quand Marc Aurèle nous dit ça, on n'est toujours pas convaincu? Parce que comme le dit Jean Kelevitch, la mort, c'est le mouvement du rien vers le nulle part. Vladimir Jankélévitch, qui est né à Bourges, qui a été professeur de philosophie dans des lycées et puis évidemment dans les universités, à la Sorbonne notamment. Vous êtes, paraît-il, un excellent pianiste et vous avez publié une dizaine d'ouvrages consacrés à la musique. Philosophe, vous avez publié une vingtaine d'ouvrages consacrés à la philosophie. Alors, pas de suspense ce soir, pas de suspense. Tout de suite la question essentielle. Vladimir Jankélévitch, à quoi servent les philosophes? Je crois que c'est une question, excusez-moi, de dire qu'elle est de mauvaise foi. Mais quand on dit à quoi servent les philosophes, on s'attend à ce qu'on dise à rien. Et j'ai envie de dire aussi, avec cet objecteur virtuel, rassurez-vous, ça ne sert à rien. Si c'est pour servir à quelque chose, en effet, ça ne sert à rien. Donc je ne pense pas qu'il faut vous poser ce problème-là, de savoir à quoi ça sert. Parce que la philosophie n'est pas un ustensile. Quand on voit un ustensile biscornu, comme dans les tableaux surréalistes, une fourchette, ça sert à manger, un couteau, ça sert à couper, etc., une chaise à s'asseoir. Mais la philosophie, à quoi ça peut servir? À penser? Pardon? À penser? Ça ne sert pas plus à penser que les mathématiques, que l'algèbre par exemple, n'est-ce pas? Et puis servir est un mot déplaisant, qui n'est pas philosophique lui-même. Donc vraiment ça sert à rien. Si on commence à faire de la philosophie dans l'idée que ça sert à quelque chose, on fait le jeu de ceux, il y a des livres comme ça que j'ai entrevus ici, sur ces tables, qui prétendent, qui demandent pourquoi les philosophes, pourquoi pas autre chose, n'est-ce pas? Donc le philosophe, évidemment, ne sert à rien. Et je ne crois pas que c'est un problème qu'il faut poser ainsi. Et d'autre part, parce que finalement j'ai hâte de faire de la philosophie. La philosophie c'est fait pour qu'on en fasse, n'est-ce pas? C'est pas fait pour qu'on en parle, en réalité. C'est comme la musique. La musique c'est fait pour qu'on en joue, pour qu'on en entende, mais pas pour qu'on en parle, mais pas pour qu'on pérore. Alors ceux qui pérorent sur la philosophie n'ont pas envie d'en faire et se croient tenus alors quand elle est attaquée de la défendre. Donc je pense qu'il faut en faire et passer au problème directement. C'est ce que j'ai envie de faire d'ailleurs. Pour commencer, on va se poser une question très simple. La mort permet-elle qu'on philosophe dessus? Beaucoup de philosophes, comme Spinoza par exemple, disent que la mort n'est pas un problème philosophique et que c'est même assez malsain, voire pervers, de philosopher sur la mort. Mais pour Jean Kelevitch, c'est essentiellement pour ça qu'il faut philosopher dessus, parce que la philosophie, ce n'est pas nécessairement faire des choses utiles. Alors puisqu'on peut philosopher dessus, qu'est-ce que la mort?
La mort, c'est avant tout un phénomène social. La mort, c'est un phénomène démographique, médical, et dans ce cas, la mort est la chose la plus banale du monde. Chaque seconde dans le monde, des personnes meurent, c'est donc particulièrement habituel. Et pourtant, on ne la ressent jamais comme quelque chose de banal. La mort, c'est une tragédie qui est avant tout personnelle et qui est unique en son genre. La douleur de la mort est incomparable pour la personne qui y assiste. Il y a donc un contraste entre l'unicité d'un malheur qui fait perdre le goût de vivre, comme la mort d'un proche, et ce que Jean Kelevitch appelle l'insignifiance de l'accident. Et l'insignifiance de l'accident, c'est par exemple la vision de la mort par le médecin. C'est la banalité de la fin de l'existence. Un mort est vite remplacé par un autre, et la vie bouche les trous au fur et à mesure. Quelqu'un disparaît, un autre occupe sa place, et tout le monde est plus ou moins remplaçable. Et je dis bien plus ou moins parce qu'on est dans la vision médicale de la mort. C'est la mort sans mystère, qu'on peut noter sur un bout de papier sans ressentir la moindre douleur. Finalement, c'est pas grand-chose, la mort. On en fait tout un plat. Mais quand tu vois ça de près, ça ressemble à rien. C'est qu'un corps sans vie, rien de plus. Les gens, c'est comme les animaux. On les aime, on les enterre, et puis c'est fini. C'est quand même la première fois que je vois ça. Apparemment, elle aussi. Mais elle, ça a l'air de la remuer. Pourtant, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Mais donc, dans ma tragédie personnelle, qu'est-ce qui fait que si un de mes proches meurt, je le ressentirai comme la perte d'une partie de moi? Eh bien, c'est parce que Jean Kelevitch appelle la mort à la deuxième personne. C'est-à-dire que tu meurs et je vis ta mort. Parce que ta mort ressemblera le plus à la mienne. Sans être non plus la mienne. Le jour où je mourrai, j'emporterai mon secret dans la tombe, si secret il y a. Voir un proche mort, c'est voir un autre que soi. Et pourtant, c'est ce qui nous touche de plus près. Et c'est pour ça notamment que la mort peut être considérée comme une sorte de barrière psychologique. Et même à ce point-là, une barrière biologique. C'est-à-dire que le jour où nos parents mourront, eh bien fatalement on saura que la prochaine fois ce sera notre tour. Et c'est pas vraiment une idée très plaisante. Et ce qui donne d'autant plus ce sentiment de vertige face à la mort, c'est que la mort c'est l'inconnaissable même. Ainsi la mort n'est pas simplement l'extinction d'un être, c'est-à-dire un événement négatif, mais aussi la conservation de ce dernier comme un être éternel. C'est-à-dire que le souvenir ne meurt pas. Après ma mort, je n'existerai plus en tant que vivant. Par contre, je serai dans l'esprit des gens, dans les choses que j'ai écrites, etc. Et c'est pour ça que Jean Kelevitch explique que la présence du défunt se retrouve dans ce qu'il nous a laissé, dans ses souvenirs. Et c'est pour ça que quand on vient se recueillir sur une tombe, on ressent un certain malaise. Parce que la tombe, elle est vide, à la fois de sens et de vie. Ce qui continue à vivre et à être, c'est les souvenirs que cette personne nous a laissés. C'est pour ça qu'il serait plus logique de se recueillir sur des souvenirs, plutôt que sur un monument. Et c'est pour ça aussi que Jean Kelevitch rejette toutes les écoles qui prétendent préparer à la mort. En effet, on ne peut pas se préparer à bien vivre quelque chose qui va ponctuer notre existence. Pour Jean Kelevitch, il n'y a pas de mort réussie. On ne meurt pas plusieurs fois, on ne peut pas progresser dans sa mort, c'est inutile. Et comme il le dit, et comme le montre l'expérience, les personnes qui souffrent moins du fait de devoir mourir, c'est les personnes qui y pensent le moins. Pour parler du suicide, Jean Kelevitch adopte une vision assez camusienne du problème. Il explique en effet que se suicider est principalement un acte pulsionnel, qui a pour but de stopper une souffrance, mais donc se suicider, c'est à la fois mettre une fin à ces souffrances, mais également les prolonger jusqu'à ce qu'on aura défini comme étant la fin de notre vie. C'est-à-dire qu'au moment où on mourra, on aura toujours souffert. Ainsi, paradoxalement, par notre mort, on prolonge des souffrances qui, de notre vivant, auraient pu être soulagées. Et c'est ici que Jean Kelevitch parle du cas du condamné à mort. Et c'est ici que Jean Kelevitch 너 혼자만 울게 될 것이다. Pour Jean Kelevitch, le cas du condamné à mort, c'est-à-dire la personne qui connaît à l'avance la date de sa mort, est une expérience absolument abominable, car il est impensable pour l'homme normal de connaître la date de sa mort. Alors à imaginer le condamné à mort connaître la date, mais également l'heure à laquelle sa vie prendra fin, est une idée absolument inimaginable et monstrueuse. Quand ces choses deviennent certaines, alors la vie devient invivable. En effet, la vie de l'homme normal est entrebâillée sur la mort, mais il a toujours l'espoir que sa vie continue, alors que le condamné à mort est certain que sa vie va s'arrêter. Et cette expérience est particulièrement inhumaine, de se dire, comme le dit Jean Kelevitch,
plus que 3 heures, plus que 2 heures, plus qu'1 heure, plus que 30 minutes, plus que 29 minutes, etc. Et ainsi, à la question « Est-ce que la mort est ce qui nous ferait vivre ?», Jean Kelevitch répond que, évidemment, la mort est la condition même de l'existence. Et il rejoint tous les penseurs qui ont pu dire que la mort est ce qui donne un sens à la vie, tout en lui retirant. Et c'est bien pour ça qu'on voit que dans les personnes qui ont connu une existence brève, c'est la mort qui a donné de la force à l'intensité de l'existence. C'est pour ça qu'il explique que vivre une vie courte, mais qui fut ardente et remplie d'émotions, est préférable à une longévité monotone où la mort devient presque quotidienne, où la mort est d'abord psychologique avant de devenir biologique. Et il ponctue son livre avec cette citation « J'aurais connu la vie, j'aurais au moins connu la vie, même si je dois la perdre. Et parce que je dois la perdre, eh bien, j'aurais tout de même vécu. » Ainsi, en pensant la mort, Jean Kelevitch offre un regard éclairé sur ce qui nous attend. Comment vivre cette condition ? Et à quel point il est important de se demander comment vivre, avant de comment mourir. Voilà, c'était un de mes écrits préférés de Jean Kelevitch, qui est un écrivain et un philosophe passionnant à étudier. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, et à plus!